Il y a 30 ans, la Maine, la Sarthe, la Mayenne et le Loir sortirent de leur lit, submergeant une partie de la ville d'Angers et des communes environnantes. Cette crue historique de janvier 1995, la pire depuis 1910, a marqué les esprits. Au total, 800 familles ont été évacuées dans les basses vallées angevines, dont 45 à Villevêque et 22 à Soucelles. Ce documentaire retrace l'histoire de cette crue du siècle, à Rive-du-Loir en Anjou, au travers de témoignages et d'images d'archives. Au détour de la chronologie des événements, il explore l'impact de la crue sur la vie des habitants, la solidarité qui s'est organisée et les leçons tirées pour mieux se préparer aux risques d'inondations futures. Je suis Daniel Vincent, qui était maire de Soucelles donc en 1995, au moment des événements dont on va parler. Effectivement, le mois de janvier 1995 avait été particulièrement pluvieux, et le premier signe d'alerte que j'ai eu, c'était on avait une réunion à l'Agglo le 25 janvier au soir, et le président de l'Agglo de l'époque, Jean Monnier, le maire d'Angers, est arrivé en retard à la réunion, parce qu'il était lui-même en réunion avec le préfet, qui commençait à prendre des choses en main et qui s'inquiétait, et Jean Monnier nous a dit en arrivant, s'il n'y a pas un miracle dans les 2 jours qui suivent avec une diminution de la crue, on va avoir un week-end catastrophique. Soucelles est habitué, Villevêque aussi bien sûr, mais de ce niveau-là, quand même, ça faisait très très longtemps que c'était pour arriver, et peu de personnes présentes à l'époque avaient vécu des crues de cette importance-là. Claude Vaugueilleron, je travaillais à la mairie de Soucelles en 1995 au secrétariat. Et j'ai vécu la crise, parce que c'était un événement qui n'était pas prévu, c'est toujours imprévisible à ce moment-là. Et j'ai été à Durtal chez des amis qui étaient en bordure du Loir. Et mon ami m'a dit, mais j'en reviens pas, l'eau et autres, regarde les vergers au fond, là-bas ils sont inondés. Mais c'est que ça continue de monter, ça va être catastrophique. Bon, moi je suis revenu par Sèche sur le Loir. Et en effet, j'ai dit, Sèche, c'est drôlement haut, etc. Bon. Et puis me voilà arrivé à la mairie de Soucelles, M. Libaud était l'adjoint, et je lui dis, donc, l'eau, si ça continue, alors il me dit oui, puis alors, ce qu'on a vécu encore hier, il me dit c'était catastrophique, il a tombé je ne sais pas combien, au moins 50 mm d'eau. Ah bon? Et je lui dis, oui, je devais aller au match Angers-Perpignan, il a été annulé. Et j'ai vu dans la presse ce matin que les pompiers étaient intervenus, et surtout dans notre région, et même à Soucelles. En fait, dans mon souvenir, il a sûrement beaucoup plu, mais je n'ai pas souvenir de la pluie, j'ai souvenir de notre jardin qui était inondé, et parce que ça a commencé par l'eau sur le pleureur, et ça monte, ça monte, ça monte, et quand ça va jusqu'au lavoir, ma foi c'est habituel, donc on ne se pose pas de questions, et puis on fait avec, quoi. On va voir comment l'eau monte, et puis d'un coup ça montait beaucoup plus vite, jusque dans le rond-point, là, enfin le rond-point, le croisement, et nos voisins commençaient déjà à s'inquiéter, mais nous vraiment on n'a pas vu l'alerte si forte que ça. Je n'ai même pas souvenir qu'on nous ait prévenus. Alors je m'appelle André Morisset, j'étais agriculteur en 1995 au lieu-dit La Salette, une exploitation d'une 40aine d'hectares soumise aux inondations régulières. Nous avions connu 1982 et les années 1960 également, mais sans jamais connaître l'eau dans les bâtiments d'habitation et d'exploitation. Alors cette année 1994, puisqu'il faut repartir quelques mois auparavant, nous avions eu une pluviométrie très excessive par rapport à la moyenne décennale, puisque nous étions à plus de 900 mm, et nous savions pertinemment que là, ça allait être très difficile de gérer cet afflux d'eau qui venait de Durtal, de la Flèche, enfin la continuité du Loir pour rejoindre la Maine. Donc de mois en mois, on a vu les prairies de la zone des basses vallées inondées et de plus en plus haut, jusqu'à ce mois de janvier où là on a atteint disons la limite de submersion à quelques centimètres près, et ça c'était vers le 20 et quelques janvier. J'étais agent au service technique à cette époque-là, et on a commencé par secourir quelques maisons au début. Alors, on a monté les meubles pour protéger comme on avait l'habitude de faire sur des petites crues, quoi. Et quand on a vu l'ampleur qu'on n'arrivait plus à suffire, c'est là qu'on a appelé les pompiers en renfort, et une première équipe est arrivée. Et quelques jours après, le PC était monté à la mairie, quoi.
il y avait 5,95 m au pont de Verdun, et c'est la préfecture, via quelquefois la gendarmerie, ils sont venus une fois, 2 fois par jour nous prévenir en disant attention, prenez vos précautions, etc. Repérer les maisons, les premières maisons qui vont être inondées. Donc nous, on en avait qui n'étaient pas inondées régulièrement, mais ça arrivait. À Soucelles, c'était à la Pilière, le lieu-dit, et surtout à La Roche. Le personnel communal a été très très investi pendant toute la durée de ce problème de la crue, dirons-nous. Je ne sais plus exactement à quel jour ils ont commencé à intervenir dans les maisons, mais c'est vrai que tout le monde s'inquiétait, on savait qu'on allait au-devant de quelque chose qui n'était pas habituel, qui n'était pas courant, et qu'il faudrait prendre les choses en main du mieux qu'on pourrait. On avait une communication permanente, enfin permanente, pas permanente, mais fréquente avec les services de la préfecture, quoi. On a eu une très bonne relation avec les pompiers, et puis le service civique aussi, la préfecture. Concernant, on a été accompagnés, mais au début, on portait un peu le fardeau de la hauteur d'eau que le conseil. Hein. Si tu veux, on a été sollicités, ils ont bien vu que l'ampleur montait, l'eau montait, et qu'il fallait aider les petites communes, telles que nous, on n'avait pas d'assistance précise pour nous aider à gérer tout ça. Les services techniques ont été sollicités maintes et maintes fois. Alors, si tu veux, la pression des habitants vis-à-vis de la demande de parpaing, par exemple. Parce que ils sentaient que les meubles étaient dans l'eau, donc il fallait rehausser ces meubles. Donc là, on a commencé à distribuer des parpaings un peu partout en campagne, avec l'aide des bénévoles, des habitants et du personnel communal, surtout le personnel communal, les tracteurs, pour distribuer les parpaings dans toutes les parties de maisons atteintes. Je suis sous le commandement du maire, voilà, à l'époque, qui était M. Soyer. Et c'est là qu'on s'organise en disant, voilà, il y a tel et tel endroit, parce que moi, je suis novice sur la commune de Villevêque, je ne connais pas. Je sais que c'est grand et assez mal fichu au niveau cartographie, et c'est là, c'est lui qui donnait les ordres et aux demandes aussi des sinistrés. Nous, on était à peu près une vingtaine de sapeurs-pompiers, et il y avait une compagnie complète de l'USC1 qui était une 60aine d'hommes. On mettait en général une équipe pompier et employés de mairie pour organiser le travail, parce que ça permettait de gagner du temps aussi, ils connaissent bien leur commune. Et bon, après, c'était soit de remonter les meubles, soit de faire évacuer. Au matin, on se lève, petit déjeuner, dans la cuisine, et l'eau a commencé à monter, arriver à nos chaussures, et on a fini le petit déjeuner, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et alors qu'un petit déjeuner, ça se prend quoi, en une demi-heure, et l'eau montait excessivement vite. On avait 2 enfants à l'époque, et vraiment on était très impressionnés. Donc on a commencé à monter les affaires. Là, le parpaing, la mairie est venue nous apporter des parpaings pour monter les meubles, et on était, comment dire, inquiets, mais pas tant que ça, parce qu'on ne voyait pas l'alerte si forte, quoi, hein. Alors on a monté le canapé, les meubles qu'on pouvait sur les parpaings. On avait eu de la chance, les journaux sont toujours arrivés, et on était vraiment tenu au cureau par la presse. Je ne sais pas comment, parce que les derniers jours, pour aller à Angers, de Soucelles, il fallait passer par Durtal, Sèche, Frémoulin à Villevêque, et un jour, arrivé à Frémoulin, ça ne passait plus non plus parce que l'eau était arrivée sur la nationale. On s'inquiétait pour la suite, effectivement, parce que l'eau montait déjà sur la route de Briolet, au niveau du lotissement des Sables. Et puis le gros problème, c'est... Je me souviens que le vendredi soir, en rentrant d'Angers de mon travail, je suis rentré vers 17h,
Et il faisait encore clair, donc et sur la levée, j'avais vu que l'eau était à quelques centimètres de la route. Et je me suis dit, demain matin, c'est fichu la route. J'arrive à la mairie, la préfecture qui appelait pour savoir où c'était rendu. J'ai dit, écoutez, on est à quelques centimètres, je viens d'y penser. Et la personne que j'avais au bout du film me dit, oh là 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 là, quelle catastrophe. La seule route qui peut permettre de rattacher tout le secteur à Angers. Si elle est coupée demain, on sait pas ce qu'on fera. Voilà ce qui m'était répondu. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai peu dormi de la nuit et que le lendemain matin, dès qu'il a fait clair, j'étais sur place et que la route commençait à être coupée. Je me souviens avec peut-être le maire, je ne sais plus, on dit, ça continue, ça va passer sur la personne n'y croyait. Hein. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, et on est passé même dans l'eau, nous, et on est arrivé là jusqu'à Villevêque, puis après le pont, là, quand on a vu ça, on s'est dit, bah oui, ils ont bien fait d'évacuer la maison de retraite. La maison de retraite en soi, c'était plus la chaufferie. Donc il n'y avait plus moyen de chauffer les résidents. Et donc il a fallu prendre la décision, en accord avec, je ne sais plus à l'époque, le maire d'Angers ou les services compétents, quoi, pour mettre en place à Saint-Nicolas un service de dépannage pour les résidents concernés, quoi. Samedi soir, la préfecture m'a dit qu'il s'était arrangé avec le génie et que le lundi matin, il y aurait je crois que c'est des GMT que ça s'appelle, ces véhicules-là, si mes souvenirs sont bons, qui ont des roues très très hautes et qui viendraient faire la liaison entre les deux bourgs de Soucel et de Villevêque. Bernard Soyer, le maire de l'époque, a souhaité, en accord avec les riverains, mettre en œuvre une digue, c'est-à-dire des camions de terre qui sont arrivés les uns derrière les autres, pour surélever la digue de 1 mètre environ. L'idée était bonne, sauf qu'on ne pouvait pas imaginer que quelques jours plus tard, les afflux d'eau encore de plus en plus importants de Durtal, de la Flèche, enfin sur la continuité du Loir, allaient submerger cette digue. Et en l'espace de quelques heures, la digue a explosé, cette digue de terre a envahi les champs. Et là, quand on parle de la vitesse de l'eau qui monte au Mont-Saint-Michel à la vitesse d'un cheval au galop, eh bien là, on la voyait avancer pratiquement ou pas, hein, tellement ça allait très très vite. La mission la plus dure, c'était quand la digue Villevêque-Carzé a pété. Ça montait très très vite, et c'est là que c'était le plus gros travail à faire. La levée, elle a déchiré à l'endroit où il y avait peut-être 10-15 ans avant, il y avait eu des tranchées de fait pour l'arrosage, et le fond de la digue était déstabilisé, et c'est là que c'est parti, quoi. Donc là, nous avons compris, nous les habitants des Bouchets, qu'il fallait penser à l'évacuation. Alors dans un premier temps, on avait surélevé les meubles dans les maisons d'habitation, mais on ne pensait pas que les animaux allaient être également évacués, puisque ça, c'était le gros morceau dans une exploitation agricole. Et dans l'urgence, il a fallu trouver des points de chute. Et grâce à la solidarité de personnes non agriculteurs pour certains, on a évacué les animaux la nuit. Hein, il faisait noir, plus de 10 heures le soir, plus de 22 heures. Merci à Henri Fouin de Villevêque qui a accueilli des animaux. Merci à tous ceux qui ont porté. J'en avais dans 7 endroits dispersés. Là, ça a été très très difficile parce que les animaux, on les choque. Hein, et il y en a qui ont très mal réagi. D'ailleurs, il y a eu des pertes suite à ça. Mais bon, c'était les aléas de l'inondation. Concernant la maison, les premiers parpaings n'ont pas suffi. Alors il a fallu surmonter d'un deuxième parpaing, et puis en fait on a atteint 80 cm d'eau dans la maison. L'eau a commencé à monter beaucoup plus vite, et alors là on a dû déménager, et on a été accueillis par mes beaux-parents qui étaient l'ancien maire, et par les voisins en face qui nous ont hébergés pendant quelques jours parce qu'on ne pouvait plus dormir chez nous. Alors au début, on avait un kayak et on rentrait dans la maison avec le kayak. C'était assez incroyable. Et on avait réussi à mettre des affaires à l'étage, quand même quelques affaires. On a rencontré, c'était la pollution avec les citernes à fioul, les citernes gaz qui n'étaient pas fixées à l'époque. Ça faisait des petites turbines. Là. Je me rappelle d'une cuve fioul dans les bas du bourg là, qui s'est renversée dans le garage de la maison, mais ça avait fait un petit peu un tollé dans le quartier parce que tout le voisinage se voyait récupérer du fioul dans leur salle à manger. Ça commençait à rentrer dans les bâtiments de la mairie, et là on avait une cuve qui était posée dans une pièce, l'ancienne prison de la mairie. Et là, on a vu que la cuve bouge. Donc, on a mis, pour que ça n'aille pas, que la cuve ne monte pas et aille jusqu'au toit,
Et puis bien entendu, alors, plus de chauffage, plus rien. Bon, l'électricité, ça allait encore. Un truc que je n'avais jamais fait, c'est qu'on a adapté un bateau pour faire les feux. Même en cas de crue. On avait mis une motopompe et échelle dessus pour pouvoir intervenir sur certains endroits s'il y avait eu problème. Ça, je l'ai jamais refait. Bien, il y avait même des élus qui ont été jusqu'à la Grasse, là, parce qu'il y avait des gens qui profitaient de ces inondations pour aller visiter des maisons isolées. Et là, il y avait quand même une inquiétude vis-à-vis de la population. Moi, je me rappelle avoir fait une mission de surveillance avec le génie d'Angers. On est parti du bord des bas de Ludwig, là, du bas du bourg. On est parti avec un Zodiac sur la rivière et on a fait toute une balade en campagne. C'était super, un paysage j'espère ne jamais revoir, mais très agréable à regarder. Et on a été accueillis dans une maison par l'habitant qui était resté dans son grenier et avec son fusil à la main. Et on avait réussi, avec l'aide de beaucoup de gens et que je remercie encore aujourd'hui, le personnel communal, des conjoints des conseillers, des conjoints du personnel communal sont venus pour assurer une permanence à la mairie, parce que les coups de téléphone des uns des autres, combien de temps ça va monter, quelles sont les infos que vous avez, deuxièmement, comment on va faire pour aller travailler lundi, tout ça, ça arrive, et c'est normal, on le comprenait tout à fait, donc il y a toujours une permanence d'assurer. Je dirais que les gens étaient impatients, qui voulaient du pompage, mais pomper, ça dépend des conditions et où, parce que pomper, il fallait se méfier surtout sur les maisons à sous-sol, d'éviter de faire une surpression en vidant le sous-sol, et il y avait un risque. Merci d'ailleurs aux pompiers qui ont prêté main forte pour venir chercher le fourrage dans les hauteurs des bâtiments pour ensuite l'apporter aux différents endroits pour nourrir les animaux, pas toujours dans des conditions très faciles. Concernant notre habitation, nous avons été accueillis dans une famille qui, pendant 3 semaines, le temps du séchage, du nettoyage, de la remise en état, nous a accueillis bénévolement, matin, midi et soir, nourris, logés, sans contrepartie aucune et avec leur bienveillance que l'on ne peut imaginer. Concernant les bâtiments d'exploitation, bien après le nettoyage et le séchage, il a fallu ramener les animaux. Là encore, on a trouvé une solidarité exceptionnelle. Beaucoup sont venus prêter main forte pour le nettoyage parce que quand l'eau rentre dans les bâtiments, ça charrie beaucoup de choses et ça laisse beaucoup de traces. On a travaillé à peu près 1 mois pour les habitants. Évacuer, nettoyer, enlever beaucoup de déchets. Et puis chez les anciens, les choses comme ça, les gens qui pouvaient pas le faire, on nettoyait la maison. Ce qui était impressionnant, c'était après les inondations, les odeurs, tous les murs tachés, l'eau est montée à 80 cm, mais l'humidité est montée jusqu'à 1,50 m. Donc ça a été pendant 3 semaines, on n'a pas pu habiter la maison, et quand on a voulu la réintégrer, il fallait vraiment faire sécher tout ça. À l'époque EDF, quand je vois comment ils faisaient et les risques qu'ils prenaient, bravo à eux, hein, parce que on les a emmenés remonter des compteurs, les mettre hors d'eau, il fallait y aller. Le truc qui m'avait choqué et que j'ai bien aimé, c'est la solidarité entre les gens. C'était personne ne se faisait la tête, hein. Tout le monde s'entraidait, même si je pense que même s'il y en a qui ne se parlaient pas du tout, ça avait été une solidarité. Il y a eu un élan de solidarité extraordinaire, mais qui est né tout seul. On ne l'a même pas demandé, provoqué, c'est venu naturellement de la part des gens. Quand on voit ça à la télé, on trouve ça bien, mais c'est chez les autres. Quand c'est chez nous, on le vit différemment, et quelque part, malgré les problèmes, j'avais chaud au cœur de voir le nombre de gens qui venaient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Chez qui il faut aller? Moi, ce que je retiendrai surtout de ça, c'est la solidarité qui s'est faite avec les gens. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui ne se parlaient plus dans la commune, hein, qui ont été chez l'un et chez l'autre. Pour les jeunes générations, il faut être très très vigilant, parce qu'on a eu la chance que la Loire n'était pas si haute que ça et serait être beaucoup plus catastrophique que ça encore. Et faire attention à l'urbanisme qui doit être respecté dans l'écoulement des eaux. Je pense que l'avenir nous réserve des surprises encore plus graves.
parce qu'on voit bien que la météo est quand même très perturbée et que plus ça va, plus ça augmente les problèmes d'inondation. Et nous, ce qu'on a connu, je pense que les gens, malheureusement, vont devoir vivre avec ce genre de phénomène encore plus fort, parce qu'on est encore plus bitumé, parce qu'il y a plus de maisons et qu'on a beau prévenir, on n'est pas suffisamment à l'écoute de tout cela. Ce qu'il faut surtout, c'est ne plus bitumer. Au secours, le bitume. Et mettre vraiment des espaces verts pour que l'eau arrive à rentrer dans la terre, quoi, hein. On avait affaire à une crue qui était particulière et pas courante. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup partout, mais il pleuvait particulièrement en Normandie et en Bretagne. Et heureusement que la Loire n'était pas haute et la Maine non plus, ce qui a permis quand même à la Maine d'absorber pendant un certain temps le supplément d'apport du Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, parce que si la Maine avait été à 6 mètres au début de la crue, eh bien, ça aurait monté beaucoup plus haut dans nos communes, quoi. Beaucoup plus haut. Et là, bon, la Maine a craqué, enfin, elle a été à saturation sur la fin de la crue, donc il y avait des bruits qui couraient, qui voulaient faire sauter le pont du centre, bon, mais ça n'a pas été nécessaire, parce que ça s'est arrêté à peu près à ce niveau-là. Mais si la Loire avait été en crue et la Maine aussi, là, ça aurait été véritablement une catastrophe, quoi. Alors, c'est vrai que cet aspect des choses a inondé énormément les basses vallées. Les basses vallées qui sont le seul tampon existant entre Orléans et Nantes. je ne l'apprends à personne. Bon, ça jouait son rôle de tampon, mais ça n'a pas été suffisant parce qu'il y a eu vraiment trop d'eau qui venait du nord, quoi, de la Loire, la Sarthe et la Mayenne. Et c'est vrai que l'inconvénient de cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas de PPRI, de fait. Aujourd'hui, il y en a presque dans toutes les communes, je pense que. Et on sait à quel niveau les maisons inondent. Nous, l'avantage que l'on a dans nos secteurs par rapport à un secteur dans le sud, ou tout ça, nous, on a le temps de l'avoir montée, l'eau. Et on a le temps de gérer. C'est ça qui est déjà bien. Pareil, le conseil que je donnerais, c'est aux habitants qui sont dans les maisons qui ont été sinistrées, c'est toujours de penser que l'eau peut revenir et que les aménagements soient faits en conséquence pour éviter de gros dégâts, quoi. Et toujours aussi penser à la solidarité entre voisins, oui, parce que dans ces moments-là, il y en a besoin, quoi. Alors naturellement, il y aurait une autre crue comme ça, et je pense que là, on prendrait plus vite des précautions, hein. Ça a quand même été une bonne leçon, si on veut parler de ça, mais oui, je crois que les gens sont plus attentionnés depuis ce moment-là, quoi, maintenant.